Bonjour et bienvenue dans les Chroniques de l'Odyssée. Aujourd'hui, la chronique numéro 44 qui sera consacrée à la disparition d'un géant du cinéma, d'un continent du cinéma, du 7e art, Jean-Luc Godard, qui a malheureusement quitté cette terre le lundi 12 septembre de l'an de grâce 2022. Jean-Luc Godard était une personnalité très multiple. C'était d'un côté un enfant terrible par le mauvais caractère qu'il avait, il faut bien le dire, il avait un caractère particulier, batailleur, querelleur. Il disait lui-même qu'il adorait les disputes dans le sens d'échanges de pensées qu'il y avait entre théologiens au Moyen-Âge, de manière à contester tout pour faire avancer en quelque sorte le schmilblick. Il était déjà, quand il était enfant, scout en Suisse, eh bien, son surnom était le suivant, moineau chamailleur, tout un programme, évidemment, vous en conviendrez. Et puis, sa compagne, Anne-Marie Miéville, a confié qu'il faudrait mettre sur sa pierre tombale l'épitaphe « Au contraire ». En fait, il n'aura pas de pierre tombale, très probablement, parce que ces cendres, il souhaite, si j'ai bien compris, qu'elles soient dispersées sur les eaux du lac Léman. Ça lui permettait de contester tous les clichés et de casser toutes les habitudes qui étaient autant de sources d'encroûtement du cinéma. On le retrouve cela dans le fait que, en étant iconoclaste, il s'intéressait non pas à faire des films, mais à atteindre ce qui rend possible la réalisation des films, c'est-à-dire le cinéma, à partir d'un instrument bien particulier qui est le cinématographe. Donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans sa longue période, il a fait près de 100 films, eh bien, il y a des périodes, un peu à la manière de Picasso, période bleue, période de fauvisme, ensuite du non-figuratif, etc., etc. Et de la même manière, Jean-Luc Godard, lui, s'est intéressé à trouver le secret, en quelque sorte, un secret qu'il ne pouvait pas fixer dans un arrêt sur image, mais le secret qui rendait possible toutes les mille et une façons de faire des films dont le cinéma est porteur, dont le 7e art est porteur. Il a eu plusieurs périodes. La première période, c'est celle des débuts de la Nouvelle Vague, puisque ça a été un des architectes de la Nouvelle Vague. Son premier film, À bout de souffle, 1958, eh bien, c'est un film où, délibérément, le montage, Jean-Luc Godard renonce au montage invisible qui avait fait le succès du cinéma hollywoodien, c'est-à-dire qu'on fait du montage et on fait croire aux spectateurs, parce que le cinéma, c'est l'art de faire prendre des vessies pour des lanternes, on fait croire aux spectateurs que eh bien, la continuité du montage correspond à la continuité d'une histoire racontée, alors que, vous le savez toutes et tous, un film raconte en 1 heure et demie ou en 2 heures ou en 3 heures une histoire qui, elle, repose sur un bout d'existence, des mois et des mois, ou de plusieurs existences, comme il s'agit d'une saga, c'est-à-dire des années et des années. Et ce faisant, donc, dès À bout de souffle, il va un peu à côté. Il met un pied de côté, il se situe par rapport à la marge des conventions qui étaient établies. Or, une convention est toujours relative et dépend d'une époque. Il avait cette belle formule qui disait que ben oui, je revendique d'être à la marge parce que c'est la marge qui permet de tenir associées les pages d'un livre. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. À partir de là, il va faire toute une série de films qui seront évidemment formidables, avec que ce soit Le Petit Soldat, que ce soit Vivre sa vie, que ce soit surtout
Le Mépris, dont je parlerai un tout petit peu après. En même temps, Jean-Luc Godard, c'était une personnalité très multiple qui avait pour objectif de dégager une pensée qui était la pensée qui supportait les images et qui faisait que derrière un film, il y avait le cinéma, qui était justement l'art de penser le déroulement des images. Et ça, c'est une approche qui est vraiment toute nouvelle à partir du début, du milieu, de la fin des années 1960. Il n'avait pas le monopole de cela, mais il reprend une tradition qui avait été aussi, d'ailleurs, euh, déjà parcourue, expérimentée, en quelque sorte, par le formidable cinéma soviétique des années 20, qui était, je pense, pour lui, une grande, grande référence. Et c'est ainsi que ce penseur du cinéma va aller vers une expérimentation de plus en plus complexe, de plus en plus compliquée, qui va aussi l'éloigner du grand public. Jean-Luc Godard a beaucoup influencé l'équipe de l'Odyssée sur les 30 dernières années de son existence, cette équipe, puisque le titre de l'Odyssée provient de son film Le Mépris. Dans Le Mépris, où il relève un défi formidable, qui est celui de filmer un sentiment, le mépris, quelque chose qui est très difficile à saisir en tant que film, et il va en profiter pour parler un peu de la manière dont on fait un film, et il obtient la collaboration pour ce film d'un grand du 7e art, d'un génie du 7e art, qui n'est autre que Fritz Lang. Et Fritz Lang, dans Le Mépris, joue son propre rôle pendant qu'il est en train de tourner un film imaginaire qui n'existe pas en réalité, sinon pour le film Le Mépris, qui s'appelle L'Odyssée. Et ça nous avait, nous, beaucoup marqué, et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons eu la tâche d'animer et de faire revivre le cinéma municipal de la ville de Strasbourg, eh bien, après quelques réflexions, mais pas trop longtemps d'ailleurs, eh bien, c'est le titre de l'Odyssée qui s'est imposé. Et donc déjà, Jean-Luc Godard était présent dans le titre L'Odyssée, dont nous continuons, nous, les rencontres cinématographiques d'Alsace Odyssée, à être propriétaires du titre Odyssée. Il nous a marqué aussi parce que nous avons eu le privilège de l'accueillir 3 fois. Entre 1993 et 1999, 3 fois. Et ces 3 fois, c'était quelque chose une expérience qui était unique, évidemment. La première fois, c'est nous qui l'avons contacté, et je m'en souviendrai toujours, c'est une habitude qu'il avait avec tout le monde, il nous a invité à venir le voir, lui rendre visite, dans une petite commune proche de Genève qui s'appelle Rolle, R-O-2-L-E. Et nous y sommes allés avec un pionnier de l'animation cinématographique en Alsace, Edmond Grand-Georges, qui a œuvré essentiellement à Wissembourg, mais qui était aussi membre des rencontres cinématographiques d'Alsace, et votre serviteur, moi-même. Nous sommes allés à Rolle. Et là, on a eu dans son studio une conversation absolument extraordinaire, et nous étions confrontés à un homme qui avait une multitude de points de vue, plus intelligents les uns que les autres, sur l'art de faire un film, sur le fait que en dessous des films, eh bien, il y avait le cinéma. Vous savez, en 68, il y avait ce très beau slogan « Sous les pavés, la plage ». Eh bien, on pourrait dire, en paraphrasant ce slogan qui courait sur les murs en mai 68, eh bien, sous les films, le 7e art. Et c'est ça qui le préoccupait. Et il était absolument désespéré de voir que une certaine industrie du cinéma, hollywoodienne,
le cinéma commercial, essentiellement. Eh bien, ce cinéma commercial, ce cinéma de papa, aurait-on dit dans les années 60, eh bien, se contentait du minimum syndical, c'est-à-dire de faire des histoires qui tiennent la route et qui génèrent des recettes, alors que lui, il était préoccupé par le mystère, l'énigme dont le cinéma est porteur et qui rend possible le fait de faire des films. C'est la raison pour laquelle il a eu plusieurs périodes. Comme Picasso, qui avait sa période bleue, etc., eh bien, il y a eu plusieurs périodes. Dans un premier temps, des films qu'il a fait à partir de À bout de souffle, en 1958, qui au passage a bénéficié de la participation qu'il a rendue célèbre aussi, de deux grands acteurs et actrices, Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, avec son fameux geste du pouce, qui, en reprenant d'ailleurs un geste de Humphrey Bogart dans Kay Largo, si j'ai bonne mémoire, et dans Le Faucon Maltais, que Humphrey Bogart, geste qu'il utilisait, Humphrey Bogart, dans les films dans lesquels il jouait. Et puis ensuite, il y a eu des cinémas narratifs qui ont été de grands succès, qui ont contribué au fait qu'il soit très connu dans le monde, et ce qui l'énervait énormément, parce que c'était des films narratifs, mais déjà décalés, avec déjà un pas de côté, cette fameuse excentricité, le fait de s'excentrer que j'évoquais auparavant. Et puis, dans ces films, il y a quoi? Il y a Le Mépris, 1963, dont j'ai parlé avant. Il y a Pierrot le Fou, alors qu'il n'y a aucun Pierrot, c'est le personnage que joue Jean-Paul Belmondo avec Anna Karina, qui est une actrice et une femme qui a beaucoup compté dans sa vie à lui. Le personnage de Jean-Paul Belmondo s'appelle Ferdinand. Voilà. Et ce Ferdinand se fait appeler, enfin plutôt le personnage de Anna Karina l'appelle sans arrêt Pierrot. Et voilà. Donc là aussi, il a essayé de développer une pensée, de dire voilà, qu'est-ce qui rend possible, et toujours en essayant de donner la forme de l'improvisation à son film, alors que c'était extraordinairement travaillé. C'était travaillé avec une trame de départ, mais comme nous l'avait dit une autre grande collaboratrice de la Nouvelle Vague, Suzanne Schiffman, qui était venue aussi à l'Odyssée, avant le tournage des plans ou des différentes séquences qu'il allait tourner, eh bien, il consultait toujours la presse quotidienne, et quand il trouvait une phrase qui était en complémentarité avec la trame que lui voulait mettre en chair cinématographique, eh bien, il rajoutait des formulations, ce qui donnait l'apparence de l'improvisation. Et puis, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle il faisait des films qui, certes, étaient des films entre guillemets classiques, mais différents par le fait, narratif je veux dire, mais différents par le fait qu'il y avait toujours ce pas à côté, ou ce pas vers le côté, que proposait dans la facture du film, dans la façon de faire le film, Jean-Luc Godard. Et à partir de là, on peut dire que d'une certaine manière, il proposait des fragments. Et puis de plus en plus, donc cette dimension de fragmentation, pour reprendre le titre d'un essai de Roland Barthes, ce discours amoureux des fragments, discours amoureux du 7e art, et à travers des fragments de films, c'était d'après moi, un des objectifs de Jean-Luc Godard, et ça va le conduire à faire des films qui soient de plus en plus expérimentaux et qui vont conduire à un certain éloignement du grand public qui, lui, évidemment, n'est pas prêt forcément à suivre dans un parcours de plus en plus
avec de plus en plus d'aspérité, la démarche de Jean-Luc Godard, de JLG, comme l'appelaient certains aussi. Et tout cela fait que c'était quelqu'un qui était vraiment unique dans l'histoire du cinéma. Alors, il est venu 3 fois, je l'ai dit, à l'Odyssée. La première fois, on est allé à Rolles avec Edmond Grand-Georges pour le voir, et notamment, il disait des choses très intéressantes et très critiques vis-à-vis de la critique de cinéma. La critique de cinéma se contentant, d'après lui, de dire, voilà, il y a tel acteur, et puis telle actrice, et puis d'attirer l'attention sur le côté un peu people de l'histoire de l'actrice ou de l'acteur concerné, alors que lui, il pensait qu'il fallait euh, voir quels étaient les ingrédients utilisés dans la réalisation d'un film. Je n'oublierai pas ce qu'il avait dit. Il avait dit, vous savez, les journalistes sportifs sont beaucoup plus intelligents, puisque même quand on fait un match, on fait la critique d'un match ou le compte-rendu d'un match de foot ou d'un match de tennis, eh bien, on analyse, on sait là, il y a un passing shot, là, il y a un revers à 2 mains, là, il y a une tactique offensive qui est fondée sur telle ou telle méthode d'attaque, et chose qui, d'après lui, n'existait pas dans la façon de parler du cinéma pour le rendre populaire, pour le préparer à la rencontre, une rencontre fructueuse avec le public. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, c'est quelqu'un qui était un insatisfait permanent, au contraire de tout ce qui se pratiquait de façon paresseusement conformiste. Lui, ce n'était pas la conformité qui l'intéressait, c'était la découverte. C'était la découverte à travers des étincelles fulgurantes du mystère et de l'énigme de la création cinématographique telle que le 7e art en est capable. Donc voilà une des particularités. Alors là, ce qui m'avait frappé aussi, c'était dans les correspondances à l'époque, c'était les fax. Et les fax, on pouvait s'envoyer, y compris pour ce qui concerne des documents manuscrits. Il avait une écriture au feutre qui était une belle écriture d'ailleurs, très pleine, très ample, sûre d'elle-même, voilà, en quelque sorte, et en même temps qui ne donnait pas sur la logorée, mais qui était faite d'expressions très fortes, très condensées, et très opportunes et pertinentes par rapport à ce qu'il voulait exprimer. C'était une écriture qui était belle et claire dans sa forme, et qui était claire et précise dans son contenu, en quelque sorte. Et puis, il est venu une deuxième fois. Alors, la première fois, on avait fait un cycle avec plusieurs de ses films, mais aussi des films de Straub et L'Huillier, donc il avait composé la programmation lui-même. Et c'est vrai que je dois l'avouer que les films sans vouloir être discourtois vis-à-vis de Straub et L'Huillier, mais ces films étaient, disons, différents, pas les mêmes. Ils n'avaient pas la même profondeur non plus, ils avaient un côté un peu austère et un peu minimaliste, mais je pense aussi qu'il y avait cette coquetterie chez Godard qui faisait que c'était des films complémentaires. Il s'entourait d'un cortège de la sorte de film qui devait lui servir de faire valoir, parce que il avait un ego qui était très fort, et cet ego était évidemment fort parce que c'était quelqu'un qui était un fou de cinéma. Il était un cinéaste jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout de son existence, parce qu'il faut savoir que un réalisateur, c'est lui qui fait le clap de début, c'est lui qui fait le clap de fin d'un plan quand il est tourné. Et rappelons simplement que c'est Jean-Luc Godard qui a mis le clap de fin à sa propre existence, puisqu'il a mis de façon voulue, délibérée, fin à son existence, d'une manière assistée bien sûr,
et parce qu'il pensait que cette existence n'avait plus rien à lui apporter et qu'il ne voulait pas être dans une situation de dépendance et donc de diminution de ses possibilités. Un grand, grand monsieur du cinéma. La dernière fois qu'il est venu, et c'était pour présenter un film concernant Sarajevo, et il était de très mauvaise humeur parce que, en réalité, il aurait bien voulu que une des actrices de son film, dont probablement, non pas il s'était entiché, mais enfin qu'il trouvait euh, suffisamment intéressante pour prolonger un dialogue qui s'était interrompu avec la fin du tournage de son film, euh, était une élève de l'école du TNS, mais cet élève de l'école du TNS n'est pas venu. Et donc, il était d'une humeur fracassante. Il a été assez injuste avec nous tous de l'équipe de l'Odyssée. Mais notamment pour la petite anecdote, nous avions à l'époque à l'Odyssée un jeune exilé iranien qui était un fou de cinéma et qui était très content de travailler comme aide projectionniste à l'Odyssée. Et le pauvre, c'est lui qui va servir, si je puis dire, en quelque sorte de tête de turc à Jean-Luc Godard. Alors vous voyez, lui, il était très ému de voir qu'un dieu du cinéma venait à Strasbourg, à l'Odyssée, et que ce dieu va lui faire des reproches d'une injustice absolue, comme les caprices de Zeus, en quelque sorte. Et d'ailleurs, le lendemain, il a disparu de la circulation, il a de facto remis sa démission tellement il avait été perturbé par Jean-Luc Godard. Nous avions aussi invité Daniel Cohn-Bendit, qui avait joué après en 69 dans tel ou tel de ses films. Et je me souviendrai, et je pense que ce n'est pas des souvenirs people dont je fais part ici, il nous avait invités à dîner. Il avait insisté pour que ce soit lui, et c'était son assistant qui avait organisé. Il y avait un dîner de 8 personnes, et pendant le dîner, eh bien, il y avait Cohn-Bendit, j'étais présent, on dit, mais comment ça se passe entre les tournages de plans? Et il avait eu cette réflexion. Alors, Cohn-Bendit ici, c'était formidable, parce qu'on rigolait, les gens venaient, on parlait, etc. Et à un moment donné, il y a un petit ange qui passe, et Jean-Luc Godard, lui, qui n'était pas très prolixe, qui ne parlait pas beaucoup, eh bien, il dit, moi, entre les tournages, les moments de tournage des plans, personne ne vient me parler, et de toute façon, vous m'ennuyez. Il se lève, et il quitte la table. Alors son assistant calme le jeu, mais il a quitté la table et nous qui étions là pour célébrer Jean-Luc Godard, nous nous sommes retrouvés entre nous, un tout petit peu sonnés. Mais ça, c'était aussi tout à fait Jean-Luc Godard, c'était l'enfant terrible que j'ai évoqué auparavant. Et en tout état de cause, ce qui était formidable, c'était cette formidable connaissance qu'il avait du cinéma. Il avait un point de vue sur le cinéma. Il avait cette formule célèbre, la photo c'est une seconde de vérité qui est fixée pour l'éternité. Le cinéma c'est 24 secondes de vérité, c'est 24 moments de vérité par seconde. Et donc c'était sa façon à lui de parler des possibilités et des richesses de l'expression et de la création du 7e art. Il connaissait parfaitement le cinéma cubain, et il y avait dans le cinéma cubain des gens qu'il montrait en exemple pour dire voilà, Stanley Kubrick par rapport à cela, c'est quand même beaucoup moins courageux, c'est beaucoup plus, même si ça prétend, ça apparaît comme se démarquant du conformisme hollywoodien, ça reste quand même entaché de tâches, ça reste entaché d'un certain nombre d'habitudes et de pesanteurs du cinéma hollywoodien. Bref, c'était
quelque chose qui était extraordinaire que de pouvoir bénéficier du point de vue de Jean-Luc Godard sur le 7e art et de sa capacité, une maîtrise, une érudition culturelle, littéraire aussi formidable, de sa capacité à mettre en regard le 7e art avec d'autres disciplines artistiques, la peinture, mais surtout la littérature. C'était aussi un grand lecteur de littérature. Au fond, de la même façon, derrière les romans ou en dessous des romans, il y a la littérature qui rend possible les romans, de la même manière que derrière ou en dessous des films, il y a le 7e art, sans lequel les films ne seraient pas possibles. Donc c'était quelqu'un qui, avec une énergie, un entêtement quasi désespéré, s'efforçait de trouver au-delà des films la clé pour saisir, expliquer, comprendre l'énigme de la création cinématographique. Nous l'avions une fois emmené à manger, à déjeuner. Alors on avait commandé une très bonne bouteille de Bourgogne, il aimait bien le Bourgogne, et c'était une brasserie qui était toute proche de l'Odyssée, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Au Romain, et donc il y a plusieurs gens dans la salle qui l'ont reconnu, qui sont venus le saluer. Lui, il avait un chapeau ou un bonnet, enfin un passe-montagne sur la tête, l'air un peu bougon, comme parfois ça lui arrivait. Mais il se tourne vers nous après. On était avec Marcel Vander et Dominique Chancel. Et il nous dit, voilà, ce qui est terrible, c'est que tout le monde me connaît, mais personne ne connaît mes films, personne ne va voir mes films. C'était un constat un peu désabusé et un peu triste de sa part. Mais en même temps, et pour terminer sur une note plus optimiste, eh bien, je tiens à dire pour ma part que j'étais particulièrement fasciné par le regard de Jean-Luc Godard, de grands yeux, perçants d'un côté, qui sont un regard qui est capable de vous déshabiller en un quart de seconde, enfin de vous déshabiller votre personnalité, de viser au plus profond de vous, de faire ressortir par le côté tranchant de ce regard l'essentiel de ce qui compose votre personnalité. Et puis donc des grands yeux qui pouvaient devenir soudain très tranchants. Et puis aussi ce sourire qui accompagnait ce qu'il disait, qui était à la fois un signe de contentement et d'acquiescement du point de vue qu'il exposait, d'acquiescement de lui avec son point de vue tel qu'il était exposé, mais aussi une ouverture, une main tendue pour nous guider sur les chemins escarpés de cette pensée. C'est une étoile géante, qui a filé sous nos yeux, mais qui fait que la vie du 7e art ne sera plus jamais comme avant. Ce grand réalisateur, eh bien, mérite d'être considéré comme une personnalité à part, une personnalité particulière, mais absolument indispensable, qui continuera à flotter tant qu'il y aura du cinéma, tant qu'il y aura le 7e art. Et pour ma part, je suis persuadé que le 7e art est loin de disparaître, contrairement à tous les discours convenus qui annoncent tout le temps la mort du cinéma. Le cinéma est condamné à mourir depuis sa première seconde d'apparition, et il continue de vivre au rythme de 24 images par seconde, et il continuera de vivre. Je vais reprendre ce que disait un poète que j'aime particulièrement, qui s'appelle Nazım Hikmet. Les plus beaux de nos jours sont ceux que nous n'avons pas encore vécus, et les plus beaux moments de cinéma sont ceux que nous n'avons pas encore vus, que nous n'avons pas encore découverts. Et s'il y a cet horizon non limité qui s'offre au 7e art, c'est bien grâce à des personnalités, et plus particulièrement comme Jean-Luc Godard, et plus particulièrement c'est grâce à Jean-Luc Godard. À très bientôt, merci,
Au revoir.